Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Des ossements du petit Émile Soleil, 2 ans, disparu en juillet 2023 dans les Alpes de Haute-Provence, ont été retrouvés le samedi 30 mars. L'information a été rendue publique le lendemain. Malgré cette découverte, le mystère est entier. Nous ne sommes pas certains de découvrir la cause ou les circonstances de la mort, a prévenu le lundi 1er avril une porte-parole des gendarmes. Code Source fait le point sur l'enquête aujourd'hui avec 2 journalistes du Parisien, Damien Delseny, le chef du service police-justice, et F. Chancel, notre envoyé spécial auvernais dans les Alpes de Haute-Provence. Partons sans attendre dans les Alpes de Haute-Provence où des ossements ont été retrouvés hier à proximité du Haut-Vernay. Les analyses ADN sont donc formelles. Les ossements retrouvés au Vernay sont bien ceux du petit Émile disparu. Sans doute la fin d'un mystère après des mois d'interrogation. Hier, un promeneur a découvert des ossements tout près du Haut-Vernay. F. Chancel, vous êtes sur place au Vernay dans les Alpes de Haute-Provence. J'imagine que l'accès au hameau est totalement bloqué à l'heure qu'il est ? L'accès au hameau est totalement bloqué. Il y a des gendarmes qui sont situés tout autour, postés à chaque route, à chaque chemin qui permettrait d'accéder au Vernay pour que personne ne vienne gêner le bon déroulé de l'enquête. Les habitants sont sous le choc après l'annonce de cette découverte, donc le dimanche 31 mars. Les gens sont forcément touchés, sont émus, sont tristes bien évidemment de cette découverte qui est terrible. Les gens se posent aussi des questions, savoir est-ce que les ossements étaient déjà là avant ? Pourquoi les ossements réapparaissent alors qu'on vient d'effectuer une sorte de reconstitution ? Ça pose plein de questions et ça instaure une sorte de malaise. Les gens sont assez mal à l'aise étant donné que ces ossements ont été découverts assez proches de chez eux finalement. Damien Delseny, concrètement, ce ne sont qu'une partie des ossements du garçonnet qui ont été retrouvés par une randonneuse le samedi 30 mars près du hameau du Haut-Vernay. Oui, plus exactement le crâne du petit Émile ainsi que ses dents. C'est tout ce qui a été retrouvé pour l'instant. Évidemment, maintenant, l'enjeu, c'est de trouver d'autres ossements, mais ce sont les seules parties du corps qui ont été découvertes. Précisément, où a été faite cette découverte ? Cette découverte, elle a été faite le long d'un sentier de randonnée qui se trouve entre le Vernay et le hameau du Haut-Vernay. C'est un sentier qui est un sentier de montagne, mais qui n'est pas un endroit très escarpé, très difficile d'accès. C'est une randonneuse qui habite d'ailleurs le Vernay, qui au cours d'une promenade samedi en milieu de journée, a aperçu sur le bord du sentier ce crâne. Donc ce n'est pas un endroit particulièrement difficile d'accès ? Non, c'est un sentier qui se trouve en moyenne montagne, mais qui est accessible à peu près par n'importe qui. C'est un sentier qui est bordé d'une petite zone boisée et il y a une rivière qui se trouve à quelques dizaines de mètres. Des analyses ont été réalisées pour confirmer que ce crâne et ses dents appartiennent bien au petit garçon. Oui, des analyses qui ont été faites dans un temps record, puisque cette découverte, elle date de samedi en milieu de journée, vers midi. Et très rapidement, les gendarmes ont mis en place un dispositif assez exceptionnel qui a consisté à mettre d'abord sous scellé ce crâne et ses dents, à les transporter en hélicoptère depuis Digne-les-Bains jusqu'à Lyon dans un premier temps, pour des raisons de capacité de voyage de l'hélicoptère. Et à Lyon, un autre hélicoptère est venu prendre en charge ce scellé pour l'apporter à Pontoise, dans le Val d'Oise, en région parisienne, au siège de l'Institut de recherche criminalistique de la Gendarmerie nationale, l'IRCGN. Et c'est là qu'en quelques heures, à partir du samedi soir, les experts ont d'abord extrait l'ADN du crâne et des dents pour le comparer à la trace ADN dont ils disposaient, celle d'Émile. Ces comparaisons ont été réalisées dans la nuit. Il y a également un certain nombre d'examens qui ont été pratiqués sur le crâne, notamment un scanner pour éventuellement y repérer un certain nombre de lésions. Ça, on n'a pas encore les résultats. En revanche, ils ont acquis la certitude en fin de nuit que l'ADN sur le crâne était bien le même ADN que celui d'Émile dont il disposait, ce qui leur a permis de valider, de confirmer qu'il s'agissait bien des restes du petit Émile. Est-ce que c'est possible que ces ossements étaient là au moment des battues des recherches ? Alors c'est possible, il faut quand même se souvenir que les battues les plus importantes ont été organisées évidemment très vite après la disparition au mois de juillet et un petit peu au mois d'août. C'est une époque où la végétation est dense, en plus c'est un secteur qui est très boisé avec beaucoup de taillis, donc il est possible qu'on soit passé à côté d'un corps de petite taille et qu'on ne l'ait pas vu, mais tout le travail des semaines à venir, ça va être justement de s'assurer que ces ossements, ils étaient là depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois, et ça normalement les analyses doivent permettre de le déterminer.
concrètement, la justice n'exclut pas que les restes du petit Émile aient pu être déplacés d'une façon ou d'une autre par un humain ou par la nature. Oui, c'est l'hypothèse. Ce qui frappe un peu, c'est que le lieu de découverte samedi midi est un lieu de découverte très proche d'un sentier et visible depuis le sentier. Donc on peut se demander comment une randonneuse qui cherche pas forcément un corps, qui marche sur un sentier, elle aperçoit et elle trouve assez facilement ces ossements, et comment on aurait pu passer à côté pendant des mois avec des fouilles, des drones et du matériel un peu plus élaboré. Ce qui est possible, c'est que ces parties de corps aient été déplacées. Alors après, il y a 3 possibilités. Le déplacement naturel avec des intempéries, un ruissellement, il a beaucoup plu ces derniers temps. On est aussi dans une période de fonte des neiges dans cette région. Donc effectivement, un corps qui peut avoir été accroché quelque part sous un taillis, sous une souche et qui bouge avec le ruissellement de l'eau ou avec la fonte des neiges, ça c'est envisageable. La deuxième possibilité, c'est un déplacement par des animaux. On sait que les animaux peuvent évidemment s'attaquer, certains animaux, à des dépouilles et en prendre une partie pour la déplacer. Alors, s'ils les déplacent, en général, c'est sur quelques dizaines ou quelques centaines de mètres, pas sur des kilomètres. Et la troisième possibilité, c'est un déplacement par la main de l'homme, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait posé en quelque sorte ses ossements à cet endroit-là de manière assez récente. Si on se résume, pour l'instant, le mystère est entier ? Oui, il est entier et il est possible qu'il reste entier définitivement. Il est entier pour l'instant parce qu'on n'est pas capable de s'assurer que ces ossements étaient à cet endroit depuis le mois de juillet ou depuis plusieurs mois. Et il est entier parce que, à partir des ossements, il est difficile de déterminer les causes d'un décès. Évidemment, s'il y avait une trace de projectile d'arme à feu dans le crâne, on pourrait se dire que là, il y a une certitude. Mais là, avec un crâne et des dents, toutes les parties molles du corps, la peau, les articulations, les muscles ont disparu. Donc il est très difficile de se prononcer à partir d'un crâne et de dents sur les causes éventuelles d'un décès, par exemple par asphyxie ou par étranglement. C'est très difficile à prouver. Pour l'instant, on est au tout début. On a un corps, on a une scène et un environnement, une scène de crime autour, mais on n'est pas encore capable de dire si la mort est accidentelle ou s'il s'agit d'un crime. Alors on va voir tous les événements qui ont précédé cette découverte, qui est un moment clé dans l'enquête. D'abord, Ève Chancel, vous qui êtes sur place, est-ce que vous pouvez nous décrire les lieux ? On est en moyenne montagne. On est perché à 1200 mètres d'altitude. Il y a une dizaine de maisons, une trentaine d'habitants là-haut au hameau du Haut-Vernay. Avec le Bas-Vernay, ça fait au total 130 habitants. Et voilà, c'est vraiment un petit village très tranquille. Il y a des habitués qui vivent ici, beaucoup de résidences secondaires, donc en ce moment c'est assez calme, il n'y a pas grand monde. Et on a une vue sur ce massif qui est enneigé. Et juste derrière le hameau du Haut-Vernay, il y a une zone un petit peu escarpée qui est un peu à flanc de coteau. Et c'est là où se situe notamment la cabane du petit Émile où il avait l'habitude d'aller jouer. Elle est au niveau en fait de cette zone où juste derrière il y a une sorte de petite falaise et des éboulis notamment qui ont lieu parfois l'hiver. Le petit Émile Soleil, tout le monde connaît son visage depuis la diffusion massive de sa photo en France. Un garçon adorable. Oui, on se souvient tous de cette photo qui avait été publiée par les parents sur le premier avis de recherche et le premier appel à témoins qui a été publié. On voit ce petit garçon blond avec des yeux un peu espiègles, un petit sourire et puis cette fleur de pissenlit qui est posée sur son oreille gauche. Ça a été la première photo, la photo la plus connue. Et puis on a aussi une autre photo dont on se souvient tous où il a une casquette qui est une casquette un peu d'adulte, un peu trop grande pour lui, qui est un peu mise de travers, qui a fait vraiment le tour de France. Aujourd'hui, tout le monde connaît le visage d'Émile. Le samedi 8 juillet, Émile venait d'arriver chez ses grands-parents maternels dans leur résidence secondaire pour les vacances. On est le 8 juillet 2023, en fin d'après-midi. Émile fait la sieste. Il est réveillé à 17h par sa famille pour aller se balader. Et en fait, il disparaît assez rapidement à 17h15. Le grand-père d'Émile est en train de charger la voiture. Et alors tout le monde se met à le chercher, les proches dans un premier temps. Puis on a donc la grand-mère qui finit par appeler les gendarmes à 18h12. Elle les informe que son petit-fils de 2 ans et demi a disparu depuis environ 45 minutes, qu'elle assurait la garde de l'enfant avec son mari, en l'absence des parents d'Émile, et qui venait donc de finir sa sieste, et qu'il se trouvait dans le jardin, autour de la maison, avec son grand-père. Et donc c'est à ce moment-là que les habitants voisins viennent en renfort pour aider aux recherches, et la gendarmerie finit par arriver sur place à 18h40. Vous arrivez sur place le lundi 10 juillet, donc 2 jours après la disparition. Décrivez-nous à ce moment-là les battues, les recherches des habitants.
Lundi 10 juillet, donc Émile a disparu depuis 2 jours. Il y a des gens qui arrivent de partout, des alentours, même de toute la France, du Nord parfois, pour aider aux recherches. Plus de 500 bénévoles sur place, le bâton à la main, chaussures de randonnée aux pieds, qui sillonnent tous les chemins, qui appellent Émile. Il y a cette énergie que tout le monde déploie pour essayer de retrouver l'enfant. Et on a les gendarmes qui essayent de canaliser en fait toutes ces bonnes volontés et d'orienter les recherches. Les 48 heures qui suivent la disparition sont les plus importantes, ce qui explique ce climat particulièrement tendu. L'inquiétude grandit au village du Vernet. Depuis hier 17h, Émile, 2 ans et demi, a disparu de la maison de ses grands-parents. Un important dispositif a été déployé, des gendarmes, des pompiers, un hélicoptère, des maîtres chiens et des volontaires. L'enfant reste introuvable. Un mois après, le 8 août, il n'y a toujours aucune trace du petit garçon. Entre-temps, l'enquête a été élargie. Enquête pour enlèvement, arrestation, détention et séquestration arbitraire. Concrètement, à ce moment-là, Damien Delsoni, quels sont les scénarios possibles ? Tous les scénarios sont possibles. L'ouverture d'une enquête pour enlèvement, elle permet simplement, c'est un peu mécanique et un peu technique, ça permet d'avoir plus de moyens quand on est enquêteur, ça permet de faire des perquisitions, ça permet éventuellement de faire des écoutes téléphoniques, ce qui n'est pas possible dans une simple procédure de disparition inquiétante. À ce moment-là de l'enquête, tout est ouvert. On est encore sur une possibilité d'un accident, d'une disparition, c'est-à-dire que l'enfant se serait perdu et on ne l'aurait pas retrouvé. Il y a évidemment l'hypothèse criminelle d'un enlèvement qui peut être fait par un prédateur, qui peut être fait par quelqu'un du village, quelqu'un en mal d'enfant. Il y a aussi évidemment l'hypothèse d'une implication des proches, de ceux qui étaient présents ce jour-là aux côtés d'Émile. Toutes les options, entre guillemets, sont encore ouvertes à ce moment-là. Mais il y a un aspect mystérieux dans cette enquête, c'est que les chiens renifleurs, les chiens des enquêteurs ont marqué à quelques centaines de mètres de la maison, et puis plus rien. La trace des chiens, la marque des chiens, elle s'arrête au niveau d'un lavoir qui se trouve dans la rue où habite Émile, enfin où sont les grands-parents d'Émile, où ils ont leur maison. Cette rue, c'est une rue en pente qui descend justement vers un lavoir depuis la maison. Effectivement, les chiens s'arrêtent là. On peut imaginer que quelqu'un l'a pris à ce moment-là puisque sa trace se perd à cet endroit. Mais bon, les chiens, ils sont un peu comme les êtres humains, ils sont faillibles. Ils peuvent sentir une piste et puis s'arrêter pour une raison qu'on ne maîtrise pas forcément. Et en plus de cet élément technique qui vient des chiens, on a aussi 2 témoignages qui valident le fait qu'effectivement Émile, il était seul dans cette petite ruelle. Alors, il y a un témoin qui l'a vu remonter la rue, un autre qui l'a vu descendre, mais en tout cas, voilà, on sait que sa trace, elle se perd en tout cas dans cette ruelle, entre la maison de ses grands-parents et ce lavoir. Forcément, les enquêteurs travaillent aussi sur la famille. C'est le cas dans toutes les affaires de disparition inquiétantes. Cette famille est une famille catholique traditionnaliste. Ça, en soi, est-ce que ça les rend suspects aux yeux des enquêteurs ? Alors, suspect, non, mais on s'intéresse à tout quand on est enquêteur et on essaye de comprendre comment fonctionne cette cellule familiale. Maintenant, c'est pas parce qu'on est catholique traditionnaliste qu'on est forcément suspecté d'avoir fait du mal à son petit-fils ou autre, mais effectivement, ça rentre dans une forme de contexte, dans une forme de portrait de famille sur lesquels, évidemment, les enquêteurs travaillent, s'interrogent pour connaître le fonctionnement. On sait que c'est à la fois cette famille qui fonctionnait un petit peu comme ça, mais que dans ce hameau, il y avait comme une espèce de communauté d'autres familles qui également étaient assez pratiquantes. Ils s'étaient un peu mis entre eux dans ce hameau. Le mardi 29 août, les parents d'Émile s'expriment pour la première fois dans une revue catholique, Famille chrétienne. Que disent-ils ? Ils sont un tout petit peu apparus devant les caméras au tout début des recherches et des premières battues. Ensuite, ils ont disparu. Ils ont souhaité, et c'est bien leur droit, garder un silence absolu sur l'affaire, sur l'enquête qui était en cours. Et effectivement, ils choisissent comme mode de communication un mode de communication écrit par une revue qui n'est pas très connue, qui est une revue vraiment un petit peu de niche pour les catholiques traditionnalistes. Et bon, ils vont expliquer à la fois leur peur, leur crainte, leur besoin de savoir. Ils vont aussi évoquer des prières parce que tout est toujours autour de la religion dans cette famille. Ils vont simplement demander aussi à ceux ou à celles qui auraient vu ou fait quelque chose de se manifester. Le 23 novembre 2023, les parents d'Émile lancent un appel dans Famille chrétienne à la veille du 3e anniversaire de leur enfant, le 24 novembre. Sa mère, Marie, enregistre un message audio diffusé sur le site de l'hebdomadaire. Comprenez notre détresse. Dites-nous où est Émile. Par pitié, s'il est vivant, ne nous laissez pas vivre sans lui. Rendez-le nous. Par pitié, s'il est mort, dites-nous où il se trouve. Rendez-le nous. Ne nous laissez pas sans une tombe pour nous recueillir.
Le mardi 19 mars, le passé du grand-père d'Émile remonte à la surface dans les médias. L'homme est prénommé Philippe, il a 58 ans. Damien Delsoni, on apprend qu'il est placé sous le statut de témoin assisté dans une affaire de violence sur mineurs commise au sein d'une communauté religieuse dans les années 1990. Alors cette communauté religieuse, elle s'appelle la communauté de Riaumont. Elle se trouve dans le nord de la France, dans le Pas-de-Calais. Alors c'est un établissement un peu particulier, Riaumont, qui accueille à la fois des enfants qu'on pourrait qualifier de bonnes familles, en tout cas de grandes familles du Nord, qui sont très attachés à la religion, à une éducation un peu stricte. Et puis, il accueille aussi des enfants qui viennent de milieux beaucoup plus défavorisés et qui sont placés là par les services sociaux, en quelque sorte, pour les remettre un petit peu dans le circuit, avec encore une fois cette idée de discipline très forte. Et cette institution de Riaumont est au cœur de plusieurs enquêtes judiciaires qui visent à la fois des faits de violence physique, c'est-à-dire des brimades qui sont dénoncées par des anciens élèves qui ont fréquenté cet établissement dans les années 90 et qui, quelques années plus tard, viennent se plaindre en disant voilà, on a été battus, on a été frappés, on a été maltraités dans cette école. Ça, c'est la première enquête. Et puis une autre enquête s'ouvre quasiment au même moment et elle dénonce des faits d'agression sexuelle, de viol. Donc on a à la fois un versant disciplinaire avec une éducation vraiment à la dure qui est dénoncée par certains anciens et puis d'autres qui, beaucoup plus gravement encore, dénoncent des viols, des faits à caractère sexuel. Dans cette enquête, il y a des religieux qui sont mis en cause et puis des laïcs. Philippe, le grand-père de Émile, il fait partie des laïcs qui intervenaient dans cette école et les pensionnaires. Ce dont ils se souviennent de la part de Philippe, le grand-père d'Émile, ce sont surtout les claques que ce Philippe leur infligeait, des claques mémorables, comme ils disent aux enquêteurs. Et donc il est placé sous le statut de témoin assisté, ça veut dire quoi ? Le statut de témoin assisté, c'est un statut hybride entre le simple témoin, c'est-à-dire une personne qui a entendu pour raconter ce qu'il peut savoir d'une affaire ou d'un dossier, et le statut de mise en examen, où là on considère qu'on a une responsabilité, en tout cas une possible responsabilité dans certains actes. Le statut de témoin assisté, il est entre les deux, c'est-à-dire que la justice considère que c'est quelqu'un qui est un peu plus qu'un simple témoin, mais qui n'a pas assez d'éléments factuels, techniques pour le mettre en examen et donc pour l'impliquer un peu plus dans la procédure. Et Philippe, le grand-père d'Émile, il a ce statut, c'est-à-dire que il sait des choses, il est d'ailleurs entendu sur un certain nombre d'éléments sur lesquels il va répondre, mais la justice considère que ce qu'il a fait ou ce qu'on lui reproche d'avoir fait ou ce que certains lui reprochent d'avoir fait n'est pas constitutif suffisamment d'un délit. Il est accusé par une partie des anciens élèves de cette institution de grosses claques. Est-ce que ça, du coup, pour les enquêteurs de l'affaire du petit Émile, c'est un élément intéressant ? On imagine que oui. Alors, bien sûr, d'autant que les enquêteurs, eux, ils n'ont pas découvert cet élément au printemps 2024. Eux, ils connaissent l'existence de cette procédure et de l'implication de Philippe dans cette procédure depuis le début de l'enquête, depuis le mois de juillet. Donc, évidemment que dans l'examen de leur piste d'enquête, ils réfléchissent, ils ont cet élément. Ils savent que ce monsieur, il a été impliqué dans une affaire où il était question de violence sur des enfants. Alors, c'était à l'époque sur des collégiens, sur des élèves. Mais évidemment que dans un coin de leur tête, ils se disent, ce monsieur qui a l'air d'être assez adepte d'une éducation à la dure, où on met des claques relativement facilement, est-ce que ça peut rentrer dans une explication de la disparition d'Émile ? Le jeudi 28 mars, une grande mise en situation est organisée dans le hameau du Haut-Vernay. D'abord, de quoi il s'agit ? C'est une mise en situation, ou plus exactement, ce qu'on appelle un transport sur les lieux. En matière d'enquête judiciaire, vous avez plusieurs solutions. Il y a la solution la plus connue qui est la reconstitution, mais pour qu'il y ait une reconstitution d'un crime, il faut que le crime soit caractérisé et surtout qu'on dispose d'un suspect ou d'un auteur présumé auquel en fait on va faire refaire les gestes qu'il a pu faire ce jour-là. Là, on n'est pas dans cette situation-là, on n'a pas de suspect, on n'a d'ailleurs même pas de corps ou de scène de crime à reconstituer. Ce qui est important avec ce transport sur les lieux, c'est que les magistrats décident de convoquer 17 témoins, 17 personnes qui étaient soit présentes au moment supposé de la disparition d'Émile, soit des personnes qui ont été présentes tout de suite après, c'est-à-dire les premiers qui ont participé aux toutes premières recherches avant même l'arrivée des gendarmes pour essayer de le retrouver dans le village. L'idée de ce transport sur les lieux, c'est de repositionner tout le monde à l'heure dite et d'essayer de comprendre si ce qui a pu être fait comme témoignage, ce qui a pu être livré comme témoignage, c'est-à-dire des gens qui ont dit en audition on a vu Émile à tel endroit à telle heure, est-ce que lorsqu'on les replace sur les lieux, c'est possible, c'est compatible avec leur déclaration. C'était vraiment l'objectif, c'était de remettre un petit peu tout le monde dans une situation
la plus proche possible de ce qui s'est passé le 8 juillet. Concrètement, ça fait donc beaucoup de monde sur une même journée. Comment c'est organisé ? Alors, ça s'est organisé en 3 temps. Le premier temps, dans la maison des grands-parents d'Émile, puisque c'est là dont il se réveille de cette fameuse sieste le samedi après-midi. Donc il y a eu une première partie qui s'est déroulée là pour essayer de voir un petit peu où étaient les personnes à ce moment-là dans la maison, le grand-père, la grand-mère, il y avait aussi ses oncles et tantes qui étaient là, donc replacer un petit peu tout le monde. Deuxième temps de ce transport sur les lieux, la ruelle, le lavoir, cette fameuse rue où effectivement il a été vu par 2 témoins, où les chiens s'arrêtent au lavoir, essayer de repositionner un petit peu les témoins, voir si de la maison on pouvait voir où était Émile, voir ce que les témoins ont pu voir ou ne pas pu voir. Et puis troisième temps de ce transport sur les lieux, ils sont allés avec les témoins, les magistrats, les enquêteurs sur les lieux des premières fouilles qui étaient une espèce de clairière, une zone un peu boisée qui se trouve juste en périphérie du hameau pour essayer de comprendre pourquoi on avait commencé par chercher à cet endroit, qu'est-ce qu'on y avait cherché. C'était un petit peu comprendre pourquoi la première direction de recherche était celle-là et pas une autre. On sait ce que ça a donné ? On ne sait pas ce que ça a donné, elle a été faite la semaine dernière, mais ce qu'on sait, c'est que l'objectif de ce transport sur les lieux, il a été filmé intégralement par les enquêteurs, et de se dire, est-ce que ce qu'on a filmé, est-ce que ce qu'on nous a dit ce jour de transport sur les lieux, ça colle avec toutes les auditions qui ont été menées depuis, du grand-père, de la grand-mère et des témoins, ou est-ce qu'on va trouver dans cet amas d'informations et de documents quelque chose qui est contradictoire ? Le corps du petit Émile a été retrouvé, des ossements qui ont été retrouvés par un randonneur. Le samedi 30 mars, une randonneuse découvre donc les ossements du petit garçon. On le disait au début de cet épisode de Code Source. C'est la fin de tout espoir pour ses parents qui disaient espérer un miracle. Le dimanche 31 mars, leur avocat tient à faire passer un message. F. Chancel, que dit-il ? L'avocat des parents d'Émile demande à ce qu'on respecte l'enquête et qu'on respecte aussi le souhait des parents qui est de ne pas être embêtés par les journalistes et simplement qu'on respecte leur souhait qui est de garder le silence. Damien Delsoni, la découverte des ossements du garçonnet est intervenue 2 jours après la mise en situation, donc le transport sur les lieux au Haut-Vernay. Forcément, pour tout le monde, c'est une étrange coïncidence ? Ça peut être une totale coïncidence, mais évidemment, dans une telle affaire qui charrie avec elle beaucoup de mystères déjà depuis presque 9 mois, on peut s'interroger. En plus, c'est une enquête dont on a eu l'impression qu'elle continuait, mais qu'elle n'avait pas d'événement particulier. Et là, en 48 heures, vous avez un transport sur les lieux avec 17 témoins qui sont remis en situation, et 2 jours plus tard, on découvre les ossements du petit Émile à 2 km de là. Donc oui, ça fait partie des questionnements qu'on peut avoir, mais ça peut être une pure et totale coïncidence. Merci à F. Chancel et Damien Delsoni. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Emma Jacob, réalisé par Julien Moncouquiol. Le Parisien, c'est aussi 2 autres podcasts, Crime Story, chaque samedi, présenté par Claudia Prolongeau et Damien Delsoni, et Le Sacre, chaque mercredi, un podcast événementiel qui va nous amener à Paris 2024, les confidences de médaillés d'or olympiques et paralympiques au micro d'Anne-Laure Bonnet.